Bien, alors je disais que nous allons pouvoir commencer notre séance de travail. C'est des occasions assez rares. Je voudrais pour cela saluer les organisateurs, ceux qui ont eu l'idée de nous organiser ce matin. En tout cas, c'est quelque chose de merveilleux qu'ils ont pu réaliser. Bien, alors ce matin, nous allons donc présenter une communication sur la rédaction d'un article scientifique. Et il va, je crois que c'est demain, qu'on va attaquer aussi la rédaction d'une fiche technique. Bon, en principe, la rédaction d'un article scientifique, ça concerne tout le monde. Et la fiche technique, généralement, sont concernés les chercheurs. Bon, pas toujours les chercheurs seulement, même chez les anciens chercheurs aussi, peuvent rédiger une fiche technique. C'est important. Alors, ce travail est coordonné par moi, qui vous parle, et ceux qui ne connaissent pas mon nom, alors mon nom est écrit là, pour ceux qui ne connaissent pas, et les formateurs, nous en aurons quelques-uns. Nous avons d'abord le professeur Tsokini Dieudonné, qui était l'ancien doyen de la faculté des sciences et de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, qui va nous rejoindre d'un moment à un autre. Ensuite, nous avons ici le docteur Pika Joseph, qui est maître de conférence, qui est présent dans la salle. Ensuite, nous aurons le docteur Villa Armand Claude, qui était l'ancien directeur de l'IRA, qui est chargé de recherche, qui est également présent dans la salle. Nous aurons le docteur Fuku Sakala, André, qui est aussi chargé de recherche. Et nous avons notre ami, le docteur Bita Alain Mercier. Voilà donc pour l'équipe technique, pour coordonner ce travail. Alors nous passons immédiatement à notre atelier et nous commencerons par vous dire à quoi ça sert cet atelier, notamment le contexte, la justification et les objectifs de l'atelier. Alors, nous partons d'un constat général. Et ce constat général, c'est nous tous qui le faisons. Alors, il s'agit de quoi? Nous savons tous qu'il y a des difficultés pour les chercheurs à valoriser les résultats des travaux de recherche. On a ces difficultés-là. Et il y a aussi des raisons tout à fait générales. D'abord, la non-connaissance des normes qui régissent la structure et le contenu de l'article de recherche. Parfois, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit mettre dans un article de recherche. C'est des problèmes que nous savons tous. Il y a aussi la maîtrise insuffisante du style de l'écrit scientifique, parce que une rédaction scientifique, ce n'est pas comme les autres rédactions, et on va y revenir. Il y a aussi une absence d'information sur les périodiques, les revues et leurs modes de fonctionnement. Généralement, on ne sait rien. Et même chez nous ici, il y a des revues, mais personne ne sait comment ça marche. Et je sais aussi qu'au niveau des centres de recherche, je connais une revue, mais depuis que cette revue a fait sa parution, je crois, une ou deux parutions, mais il n'y a plus rien. Mais sûrement que les gens ne savent même pas si ça existe. Donc nous avons ces problèmes-là. Aussi, bon, je m'amuse, je peux aussi le dire, il y a également des difficultés d'accès aux bases de données internationales. On ne sait même pas si, sur le plan international, il y a des bases de données qui existent. On ne sait rien. Il y a le cadre de travail qui n'est pas adéquat. Manque de financement, manque de communication, et aussi, il manque de motivation. Il n'y a aucune motivation. À quoi ça sert de rédiger un article scientifique? Il n'y a pas de motivation du tout. Il y a également
des difficultés d'accès aux bases de données internationales. Alors, je l'ai dit, je l'ai répété quand même, il y a le manque de formation à la rédaction des articles scientifiques des chercheurs. Bon, nous avons aujourd'hui l'occasion de discuter sur la formation, comment rédiger un article, et à l'époque, évidemment, il manquait de formation. Personne ne sait comment on rédige un article. Alors, il y a des raisons assez spécifiques par rapport au constat général. Il y a aussi, dans ces difficultés, le maniement pas toujours facile de la langue française et aussi, surtout, de l'anglais. Parce que si on veut être lu à l'étranger, on rédige le plus souvent en anglais. Même les Français eux-mêmes, qui manipulent bien la langue française, ils rédigent le plus souvent en anglais, pour qu'on soit lu un peu partout. Alors, il y a aussi un problème, c'est la sous-estimation de la qualité des travaux. On a fait un travail, bon, mais on pense que ce n'est pas suffisant comme boulot, comme travail pour faire une publication. On se fait harakiri, comme nous le disons très souvent. Parce que à vos côtés, souvent, il n'y a personne pour vous dire que non, le travail que vous avez fait est pertinent, on peut le publier. Il y a aussi la connaissance insuffisante en biométrie. Quand vous avez des résultats, comment les valoriser, comment les interpréter, comment calculer. Tout ça aussi, on a des difficultés à ce niveau. Alors, il y a l'habillage insuffisant du chercheur. Bon, lui, le chercheur, il ne sait même pas comment il peut faire son travail. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a l'absence également d'encadrement des jeunes chercheurs. Nous avons des jeunes chercheurs dans les laboratoires, mais ils sont abandonnés à eux-mêmes. Souvent, si vous avez la chance, on vous envoie un jeune qui fait de son master. Bon, il est là pour un master, peut-être que l'encadreur est même ailleurs. Il est là, et puis bon, ben, s'il est recruté chez vous, bon, on l'abandonne. Alors, il y a aussi les rôles administratifs dévolus aux chercheurs. La plupart des chercheurs qui sont dans les centres de recherche, ils s'attellent beaucoup plus au travail administratif. Et la recherche, on met de côté. On fait les lettres, les documents administratifs, et puis chaque matin, c'est ce qu'on fait, on abandonne la recherche. Il y a aussi un problème aussi qui nous égratigne très souvent, c'est la crainte des critiques. Quand on veut faire un article, mais si je fais cet article-là, mais est-ce que, bon, on dirait que c'est pas bien, ainsi de suite. Donc on a peur de tout ça. On ne veut pas être critiqué. Alors c'est le chercheur, lui, il est exposé toujours à ce genre d'exercice. Et les critiques également. Alors, quels sont les objectifs de cet atelier? L'objectif de cet atelier, d'abord, c'est cerner les enjeux et les principales et les principes universels de la rédaction scientifique. Il va falloir mieux cerner cela, les enjeux. Qu'est-ce qu'un article scientifique peut m'apporter? Promouvoir et valoriser les résultats de la recherche par la rédaction d'articles scientifiques, d'articles de vulgarisation et des fiches techniques. Bon, on doit donc faire en sorte que chacun de nous, lorsqu'il a obtenu un résultat, il faut qu'il le valorise. On le valorise par le biais justement des articles scientifiques, d'articles de vulgarisation et des fiches techniques. On va y revenir. Alors, c'est aussi, cet atelier a pour intérêt de dynamiser l'animation scientifique au sein des structures de recherche. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce qu'il y a un centre de recherche qui a voulu qu'on soit là. Et aujourd'hui, on parle de ce centre scientifique parce qu'il y a une activité scientifique à son sein. Et on devrait le faire un peu partout. Donc je pense que ça nous donne déjà une idée sur ce que chacun peut faire demain, s'il veut être visible sur le plan national et même international. Alors, faire profiter de la formation aux autres collègues en mettant l'accent sur la rédaction de l'article, de recherche et la fiche technique. Bon, sûrement nous en être formés ici, mais ça ne va pas rester pour soi. Il faut partager ces connaissances avec d'autres
certainement qui ne sont pas venus ici, ceux qui ont besoin de votre encadrement, vous serez donc comment on dit, les députés de ces collègues-là pour leur partager cette information. Alors, quels sont les résultats attendus à la fin de ce séminaire? Les enjeux et les principes universels de la rédaction scientifique, évidemment, seront connus à la fin. Chacun aura cerné, maîtrisé cela. Les résultats de la recherche également, par la rédaction d'articles de recherche, d'articles de vulgarisation, des fiches techniques, seront donc promus et valorisés. En principe. De toute façon, on va faire un atelier, on va apprendre à rédiger. Alors, l'animation scientifique au sein des structures de recherche est dynamisée. Alors ça, je pense que ça joue le rôle de gâchette pour pouvoir activer d'autres centres de formation et d'autres centres de recherche à pouvoir organiser ce genre d'atelier pour qu'on ne soit pas muet, chacun dans son petit coin. On doit savoir qu'est-ce que chacun fait et ça profite à tout le monde. Alors, la formation aux autres collègues en mettant l'accent sur la rédaction d'articles de recherche, la fiche technique, est réalisée. Donc, à la fin, évidemment, on ira vers les autres pour leur apprendre comment on peut rédiger un article scientifique. Alors, les techniques de rédaction scientifique et la fiche technique seront donc améliorées. Alors, à la fin, on va améliorer notre façon de faire. Il y a des gens certainement parmi nous qui ont des ébauches d'articles scientifiques qui sont cherchés dans les tiroirs, et c'est l'occasion de les exhumer, et par le biais de cette formation, peut-être qu'on pourra terminer la rédaction de ces articles. Alors, il y a donc la communication au sens large est définie par des principes et les éléments suivants. Donc, la communication au sens large, par la communication, on est en train de faire de communication maintenant, au sens large est définie par les éléments suivants. Il y a l'émetteur, donc celui qui est là pour pouvoir faire quelque chose. Il y a le contenu du message. Il y a le message lui-même, qui est donc le message est identifiable et spécifique. Et il y a le récepteur qui reçoit l'information de ce que nous faisons. Et il y a le support qui peut être écrit ou qui peut être oral. En écrit, vous avez la fiche technique, vous avez la rédaction d'un article scientifique, et à l'oral, vous avez ce que nous faisons, des communications. Alors, la communication scientifique, le message, en plus d'être identifiable et spécifique, doit être vérifiable et reproductible. Et ça, c'est très important. Donc, je reprends, la communication scientifique, le message, en plus d'être identifiable et spécifique, doit être vérifiable et reproductible. Nous allons revenir sur cet aspect parce que lorsque vous avez à travers vous, donc par devers vous, un article scientifique, et si vous voulez faire la même chose que celui qui a publié cet article, peut-être sur un autre matériel, vous êtes obligé de voir si ce qu'il a fait là peut vous aider à faire votre travail scientifique. Vous commencez par ce qu'il a fait. Et donc, il faudrait que vos résultats soient reproductibles pour que les autres puissent aussi faire quelque chose. Alors, la communication scientifique par écrit d'abord un article scientifique. Donc, nous allons commencer par ça. Qu'est-ce que la communication scientifique par écrit? D'abord, l'article scientifique. Il y a 3 principaux types d'écrits, en règle générale. Il y a l'article de recherche, l'article de synthèse et l'article de transfert. Bon, l'article de recherche, c'est ce que nous faisons tous, le plus souvent. Vous avez travaillé, obtenu des résultats et vous rédigez un article, vous publiez. C'est ce qu'on va faire. Mais par contre, l'article de synthèse, alors ça c'est plus compliqué parce que c'est le rôle dévolu
à celui qui a la plus grande maîtrise sur l'ensemble des travaux effectués dans son laboratoire. Et ce sont souvent les patrons qui écrivent ces articles de synthèse. Il fait le point sur tout ce qu'il a publié et il rédige cet article de synthèse. Vous avez l'article de transfert. Bon, ça peut être des techniques déjà utilisées et je voudrais mettre à la disposition de tout le monde par le biais de cet article. Bien, alors, d'abord, l'article de recherche, son objet est de valider une information nouvelle et la structure de l'article de recherche est connue. Nous tous, nous utilisons des articles scientifiques, la structure est la même. Donc, cette structure est la suivante, une introduction, matériel et méthode, des résultats et discussion. C'est la même chose ici, introduction, matériel, méthode, rédaction est plutôt discussion et plutôt résultat et discussion. Mais là, c'est en anglais. C'est la même chose. Donc ça, c'est la structure générale d'un article. L'article de synthèse, comme je l'ai annoncé, son objet est d'intégrer les informations déjà validées. La structure est non prédéfinie, elle dépend du contenu. Bon, moi, si j'ai déjà fait beaucoup de travaux sur quelque chose sur le maïs, j'ai publié longtemps sur le maïs, je peux faire un article de synthèse sur le maïs. Bon, c'est à moi-même de définir le style, la structure, etc. et le contenu. Alors, l'article de transfert, comme je l'ai dit, son objet, c'est de présenter des techniques ou des technologies déjà validées. Il fait la somme de cela et il écrit, il publie. D'abord, l'article de recherche. On va commencer par comment fait-on faire pour rédiger un article de recherche. Je vais aller lentement. D'abord, pourquoi publier? Pourquoi on doit publier un article? Et donc, on publie pour valider une information scientifique nouvelle. On n'écrit pas un article comme ça. Si vous avez des données nouvelles, qui sont des données pertinentes, il faut donc publier. Donc, on valide une information scientifique nouvelle. Et pour la faire connaître et aussi la faire accepter. On la fait connaître et on la fait accepter. Bon, on la fait connaître. Comment on doit la faire connaître? Bien sûr, on va rédiger. Il y a des techniques pour faire connaître et pour faire accepter. On va parler de ça. Parce que vous pouvez rédiger un article qui passe inaperçu. Personne ne sait. Comment publier? Alors, que faire pour publier un article de recherche? Que faire? Alors, il y a d'abord question d'évaluer l'information déduite des résultats. Il faut évaluer d'abord l'information que vous avez déduite des résultats. Faites cette évaluation. Vous-même, vous relevez la pertinence de ces résultats et vous pensez à publier. Alors donc, vous allez dans cette évaluation, vous constatez qu'il y a une acquisition de nouvelles connaissances. Et en ce moment, il y a un début d'une nouvelle recherche bibliographique. Je prends l'exemple sur un travail qui a été fait, le premier article dans ce domaine-là. Alors, il s'agit aussi, pour publier, c'est présenter une nouvelle information. C'est ça la publication. Vous présentez une nouvelle information. On l'exprime par quoi? Par des mots. Parce qu'on doit dire les choses. Par des mots. De démontrer aussi par des résultats. Vous avez donc fait un travail, vous avez obtenu des résultats, vous dites ce que vous avez eu, et vous le démontrez par des résultats que vous avez pu obtenir. Il faut assembler également tous les éléments nécessaires à la rédaction de l'article. Donc, assembler tous les éléments nécessaires
à la rédaction de l'article. Vous avez travaillé, vous avez obtenu des résultats, il va falloir rédiger, mais on ne va pas rédiger n'importe comment. Pour rédiger, il faut d'abord mettre à côté de soi toutes les techniques nécessaires, tous les documents nécessaires pour penser à commencer à faire une rédaction. Il y a des gens, il a travaillé, il a pris des résultats, il commence à rédiger comme ça, sans avoir fouillé des références, sans avoir fouillé la bibliographie, il commence à travailler. Non, la toute première des choses, c'est comme nous l'avons mentionné ici, c'est la bibliographie. La bibliographie dans laquelle seront donc choisies les références. Vous voyez bien que nous faisons déjà une différence entre la bibliographie et les références. Donc, vous cherchez d'abord tous les documents nécessaires qui peuvent vous permettre de rédiger. Tous les documents concernant la méthodologie, tous les documents faisant référence aux résultats, tous les documents nécessaires qui peuvent vous aider dans la rédaction de la discussion. Donc, vous rassemblez tout ça. Dès que c'est prêt, si c'est prêt, alors, en ce moment-là, vous réunissez déjà les données sur la rédaction de matériel et méthode. Les données sur matériel et méthode. Pourquoi? Parce que quand vous voulez faire un travail, que ce soit une extraction ou quelque chose, il y a eu certainement des gens qui ont commencé comme ça, qui ont fait cette extraction. Vous lisez ce qu'ils ont déjà écrit et à travers leurs travaux, alors vous allez voir clair sur comment vous allez rédiger cette partie. Alors, il y a aussi, vous allez réunir également la bibliographie sur comment présenter les résultats. On ne fait pas comme ça. Et dès que vous êtes outillé dans la bibliographie au niveau des données sur matériel et méthode, sur les résultats, en ce moment-là, vous faites un choix. Bon, je crois que ce que je vais donc rédiger, où est-ce que je vais publier? Alors, le choix dépend de vous-même. Le choix de la revue dépend de vous-même. D'abord, de la pertinence de vos résultats. Bien sûr, vous n'allez pas vous-même juger de la pertinence de vos résultats. Vous discutez avec les collègues pour voir si dans le laboratoire, il y a un patron ou quelqu'un qui est plus élevé. Il peut vous dire, attention, ces résultats-là sont des résultats très importants. Il faut publier dans une grande revue. Donc, c'est ça le choix. Or, ça peut être une petite information. Bon, ces résultats, on peut présenter dans une revue, par exemple, la comité de lecture. Donc, ça dépend de vous et de la pertinence de vos résultats. Alors, il faut donc se documenter pour commencer à rédiger le projet du manuscrit. Il faut bien se documenter. J'ai dit que vous avez déjà rassemblé tous les arguments nécessaires pour la rédaction. Donc, vous documentez pour rédiger le manuscrit. Alors, quand rédiger? À quel moment faut-il rédiger? Bien, une fois que vous avez terminé le travail de la paillasse, le travail expérimental, vous avez eu déjà des résultats. Donc, c'est d'abord ça. Le travail expérimental est fait, vous avez des résultats. Après, en ce moment-là, si vous avez ça, alors, vous avez déjà la revue que vous avez choisie, puisque vous avez déjà choisi. Vous avez la revue. Et il y a aussi les co-signataires, leur contribution, leur ordre qui est déterminé. Les co-signataires, là, c'est les co-auteurs. Vous voyez sur l'article, on met là, Sakala, Villa et Atibaïla. Bon, c'est souvent la bagarre. Qui sera en première position, qui sera en deuxième position, qui sera en troisième position. C'est la grande bagarre, le plus souvent. Je reviens sur ça. Bon,
Dans mon laboratoire, l'ordre sur un article, en principe, c'est le directeur laboratoire qui dédie l'ordre. Mais on dépend n'importe comment, en fonction du volume de travail que chacun fait. C'est en fonction du volume de travail que chacun fait. Bon, si vous étiez là, par exemple, pour lire à la dernière touche, pour corriger les fautes de français, de quoi, bien sûr, vous êtes co-auteur. Et en ce moment-là, on saura que votre part est là, votre rang est là. À ce niveau-là, il faut éviter de brimer les autres. Chacun doit avoir sa part et de façon équitable. Si on est des chercheurs unis, solidaires, on doit savoir arranger ces choses-là sans la main de la garde. Alors, il faut maintenant rédiger le premier manuscrit. On a déjà rassemblé tous les éléments. Il faut maintenant rédiger. Alors, la rédaction, on tient compte de la structure qui est déjà prédéfinie et que nous savons tous. C'est la même structure qui est là. Introduction, matériel et méthode, résultats et discussion. Bon, ça c'est la structure. Et cette structure obéit justement à l'ordre suivant. Il y a le titre et le résumé. Nous tous nous discutons sur un article. Il y a d'abord le titre, le résumé. Après, nous avons matériel et méthode, résultats. Et dans ces résultats, nous les présentons sous forme de figure, sous forme de tableau. Et on va toujours revenir sur cet aspect. Alors donc, il y a les résultats, et nous avons la discussion, et il y a les références. Bon, cet ordre-là dépend des instructions aux auteurs. Il y a des revues qui vous disent, vous présentez d'abord les résultats, vous faites la discussion à part. Il y a des revues qui disent, vous faites matériel et méthode, et vous présentez globalement résultats et discussion. Donc tout dépend des revues et donc des instructions aux auteurs. Parce que quand vous voulez soumettre un article, la première des choses à lire, ce sont les instructions aux auteurs pour vous aider à rédiger. Et donc vous avez la discussion et puis la référence. Alors, le contenu de tout ceci, de l'architecture de l'article scientifique. Le titre de l'article de recherche. Le titre de la recherche, de l'article de recherche est extrêmement important. Pourquoi il est important? Mais parce que c'est le vecteur de l'information nouvelle, c'est la partie la plus lue de l'article. Vous savez, même pour nous qui allons lire les revues là-bas, les journaux, on vient d'abord, on lit le titre, c'est ça qui nous affiche. Ah, Atibaïba sera guillotiné aujourd'hui. Ah, mais il faut que je sache qui est là-dedans. Vous voyez, quand vous voyez le titre, vous achetez le journal. Ici, c'est la même chose. Donc, le titre doit afficher tout le monde. Il doit être pertinent. Alors, quelles sont les caractéristiques de cela, de ce titre-là? Donc, il doit inciter à lire l'article. C'est ce que nous faisons pour les journaux. Le titre vous appelle. Diffuser l'information contenue dans l'article. On doit être court, le titre doit être court. Bon, entre 10 et 15, bien réfléchir sur le titre. Il doit être court. Il doit être indépendant du corps de l'article. Avoir un contenu et une structure. Alors, qu'est-ce que ce titre va donc exprimer? Quel est son contenu? Et ce titre exprime l'information principale de l'article avec des mots, dont le plus souvent informatifs, qui sont en position forte, donc en première position. Je reprends ça.
Donc, il exprime une information principale de l'article avec des mots dont les plus informatifs sont en position forte, en première position. Par exemple, évaluation de l'activité enzymatique. Vous voyez, ça vous donne déjà l'information, ça va évaluer ceci. D'ailleurs, nous allons prendre des exemples tout à l'heure. Alors, il contient ou pas d'article au premier substantif. Ça dépend. Le titre peut être également informatif ou descriptif. On va prendre quelques exemples. Voilà quelques exemples. Un exemple où l'article donne un article où le titre est descriptif. Par exemple, vous voyez là, influence du NPK sur la productivité du manioc. Ça, c'est déjà un titre donc, qui est descriptif. Influence du NPK sur la productivité du manioc. Alors, un titre qui est informatif. Le NPK améliore la productivité du manioc. Vous voyez la nuance entre les deux titres. Lui, il confirme, il vous dit déjà, il vous donne l'information. Le NPK améliore la productivité du manioc. Mais là, non, il est descriptif. Influence du NPK sur la productivité du manioc. On n'en sait rien. Influence du NPK, est-ce que ça va donc augmenter la productivité ou non? On ne sait pas. Or, dans ce cas, on sait déjà que le NPK améliore la productivité du manioc. Vous voyez la nuance entre ces deux titres. Alors, également, un autre titre qui est descriptif, le voici, comparaison des performances zootechniques de 4 souches de tilapia. Comparaison. Donc, on ne connaît pas encore le résultat. Comparaison des performances zootechniques de 4 souches de tilapia. On ne connaît pas. Il est informatif. Il vous donne déjà l'information. Meilleure performance zootechnique des souches X et Y de tilapia. Il vous donne déjà l'information. Vous voyez, donc ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de comment vous voulez aguicher le lecteur, le chercheur, pour que votre information soit beaucoup lue. Ça dépend que de vous-même. Alors, toujours la structure donc, du titre. Donc, ce titre doit avoir donc, une succession de termes sans verbe. Caractérisation des ressources génétiques du niébé au Congo. Là, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de verbe. Alors, il y a un titre général suivi d'un titre spécifique séparé par un trait d'union et un 2 points. Il y a un 2 points dans le titre. Donc, dans le titre, il y a un trait d'union et il y a un 2 points. L'exemple est là. Utilisation énergétique des sous-produits du bois. 2 points. Cas des sciures. Voici aussi un cas qu'on peut utiliser. On peut avoir aussi un titre qu'on peut présenter sous forme de phrase. Par exemple, la jachère réduit l'expression de la fusariose chez le palmier à huile. Vous voyez bien que nous avons un sujet, verbe, complément. Donc dans ce cas, le titre, c'est une phrase entière. Donc c'est à chacun de choisir ce qu'il peut faire. Alors, il y a le contenu. Alors, le contenu, il y a d'abord les résultats dans l'article de recherche. Bon, je m'arrête un moment, parce que généralement, quand on veut rédiger un article scientifique, je vous ai dit qu'on a manipulé, on a obtenu des résultats, et dans la situation de présentation de l'article, il est dit que
Il y a d'abord un titre. Après le titre, nous avons un résumé. Après le résumé, il y a matériel et méthode, résultat de discussion, conclusion et les références. Mais dans la pratique, ça dépend des personnes. Dans la pratique, quand on a déjà obtenu des résultats, on a tout, on a la méthodologie, on a tout. La partie la plus difficile à rédiger, c'est toujours les résultats. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je commence par vous présenter comment on peut rédiger les résultats de recherche. C'est ça qui est plus préoccupant. Matériel et méthode, vous le savez déjà, c'est très facile à rédiger. Mais les résultats, non. C'est la partie la plus compliquée à présenter. Et c'est pour cette raison que je commence par vous montrer comment le chapitre résultats, qui est le cœur de l'article de recherche, comment il va être rédigé. D'abord, ce chapitre va donc exposer les résultats, tous les résultats, rien que les résultats. Et vous voyez d'ailleurs pour les thèses et les mémoires, on vous dit ne mélangez pas. Présentez d'abord les résultats, rien que les résultats. Là également c'est la même chose. Sous réserve des recommandations aux auteurs. Si les recommandations aux auteurs vous demandent de mélanger, vous mélangez. Mais on présente d'abord les résultats avant de le discuter plus tôt. Alors dans ce chapitre important, il ne présente que les résultats. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce chapitre? D'abord, il doit être impersonnel, il doit être objectif, neutre, sans référence. Ne pas indiquer les résultats incohérents avec les objectifs de l'étude, c'est une confusion, parce que quand vous avez obtenu, vous rédigez un article ou quoi, il y a toujours des objectifs qui vous présentent des spécifiques et l'objectif déjà du travail. Et il ne faudrait pas que vos résultats sortent du cadre des objectifs de votre travail. Ça, c'est pas. Et dans la présentation des résultats également, il ne faut jamais citer quelqu'un. Ce sont vos résultats à vous que vous présentez. On ne cite personne. On ne doit pas donc avoir des références. Alors, chaque résultat est représenté sous une seule forme. Donc, chaque résultat est représenté sous une seule forme. D'abord, il y a les données. Les données que vous avez obtenues, vous pouvez les représenter sous forme de tableau ou sous forme de figure. Ça, c'est les données que vous avez obtenues. Vous avez manipulé, vous avez obtenu les résultats. Vous les présentez sous forme de tableau ou sous forme de figure. On peut aussi les représenter sous forme de texte. On reviendra sur ça. Alors, les données peuvent être sous forme qualitative. Sous forme qualitative, c'est-à-dire ça peut être des photos, le goût, la présence, l'absence. Ils peuvent être donc être qualitatives ou quantitatives, dans de grandeur, de moyenne, etc. Alors, le tableau dans un article de recherche. Alors, on a souvent ce problème-là. Comment on peut présenter un tableau? Comment tu vois, les collègues souvent ont des résultats très abondants à mettre dans un tableau, et quand ils mettent dans un article, quand ils mettent dans un article, on n'arrive pas à lire. Il en est de même lorsque nous présentons des données dans une thèse ou dans un mémoire de master, les résultats sont tellement abondants qu'on ne lit plus le tableau. Et souvent, vous avez on vous fait des critiques là-dessus, qu'on ne voit rien. Alors, comment construire un tableau? Il ne faut pas dépasser les dimensions de la page. On peut avoir un tableau qui déborde. Ce n'est pas possible. Vous savez, quand on présente un texte, on le tape, hein?
de tenir dans l'encadrement. On ne doit pas de l'ordre. Ne pas dépasser 7 lignes ou 7 colonnes. Si vous dépassez, c'est tout. Et ce n'est pas bon. Il faut recommencer. Il faut savoir, pour avoir les générosités de pouvoir présenter toutes ces formes. 7 lignes, 7 colonnes. Rien que ça. Pour que ça soit lisible. Mettre le titre au-dessus du tableau. Bon, là aussi, ça dépend des instructions aux auteurs. Mais beaucoup recommandent qu'on mette le titre au-dessus du tableau. Pas de quadrillage. Ce n'est pas la peine de faire un tableau et puis là-dedans, il y a des quadrillages à l'intérieur. Non. On n'ira pas bien. Il doit être indépendant, pas d'abréviation non normalisée, nom des espèces animales et végétales en latin, tout le monde connaît. Et comment construire un tableau? Il faut éviter la répétition des informations. Donc, vous avez les problèmes de cartes type et autres. Il faut éviter ces répétitions-là. Éviter les tableaux en mode paysage. Pourquoi? Quand vous lisez un texte, vous avez un livre devant vous ou un article, vous n'allez pas à chaque fois tourner. C'est pas beau. Donc, vous gardez vos résultats en mode, pas en mode paysage, donc en mode, comme on le dit, en mode, comment là j'ai oublié l'autre terme, portrait, voilà, en mode portrait. Faites l'effort pour vous présenter en mode portrait. Alors, bien choisir les lignes et les colonnes. Choisir un ordre logique pour les décimales. 1,01. Donc, ne mélangez pas, vous présentez 1,01 et de l'autre côté 1,09, c'est pas bon. Généralement, si vos résultats sont très petits, de l'ordre de 0,, alors vous allez accrocher. 0,001, 0,002, ah là c'est bon. Donc vous choisissez. Alors vous précisez la signification des données. Les notes de légende doivent être en caractère plus petit. Donc quand on fait un tableau, en bas, en haut c'est le titre, en bas c'est la légende. Bon, petit a, ça veut dire ceci, petit b, ça veut dire ceci. Alors cette légende-là ne doit pas avoir les mêmes caractères que les caractères de votre texte. Vous rédigez le texte généralement en 12, et là, vous pouvez mettre en 10. Vous faites la différence. Alors, comment présenter donc la figure de recherche? Et la figure de recherche, ici, ce n'est ni un tableau, ni un texte. Alors, quels sont les types de figures qu'on peut présenter? D'abord, vous avez les histogrammes, que nous connaissons tous, le diagramme au camembert, le sort de rond là, qu'on coupe en petits morceaux, camembert, les nuages de points, les tracés de courbes, les dessins, les cartes. Donc dans les dessins, vous avez les cartes, les croquis, les schémas, les photos. Alors ça c'est pour les dessins. Vous avez aussi l'organigramme. Vous pouvez avoir beaucoup de résultats que vous voulez présenter sur une seule page. Coupez la page là, mettez en 4 ou en 6, et dans chaque coin, il y a une figure. Figure 1A, 1B, et ainsi de suite. Donc, il y a cette forme aussi de présenter les résultats. Alors, quelles sont les règles spécifiques pour ces figures? D'abord, le camembert. Pour le camembert, il faut limiter le nombre de secteurs à 7. Les secteurs là, on découpe là, mais elle n'est pas au-delà de 7, c'est trop. Il faut qu'on dise bien.
Alors, commencez à midi et progressez dans le sens des aiguilles d'une montre en allant des portions les plus grandes vers les portions les plus petites. Donc, vous commencez à midi. C'est un cercle comme ça. Et vous commencez là. Et vous progressez. Les parties les plus grandes, ainsi de suite, vous terminez par les parties les plus petites. Alors, vous compilez les secteurs de moins de 5% en un seul. Si c'est trop petit, ce n'est pas bon. Donc, ce sont des parties qui sont environ 5%, pour les combiner, pour que vous ayez une taille encore plus grande, pour qu'on arrive à bien voir. Alors, la figure dans l'article de recherche, en tout cas, comme nous l'avons dit, ce n'est pas un tableau, plutôt ni un tableau ni texte, donc on revient quand même sur ça. Alors, quelles sont les règles qu'il faut pour ce tableau-là? Nous avons commencé par l'histogramme. Nous l'avons dit, on revient pour être plus précis. Alors, pour les histogrammes, il convient de limiter le nombre de rectangles ou de barres à 7. Parce que quand il y en a trop, vraiment c'est très compliqué. Pour lire, c'est très difficile. Donc il vaut mieux limiter ça à 7. Alors pour les nuages et les points, pour les nuages de points, évitez les flèches aux extrémités des axes. Comme on faisait au débutant là, vous faites comme ça là, vous faites comme ça. Non, évitez cela. Mettre les graduations à l'extérieur des actes et éviter la surcharge de graduation. Vous mentionnez les unités des actes, millilitres par milligramme ou quoi, vous mettez là-bas les unités, écrire le titre de l'axe des Y, et d'abord quand vous faites ça sur certains ordinateurs, sur Excel, on vous demande toujours, mettez le titre des axes des Y, mettez le titre quand vous suivez, et vous mettez ce titre-là, n'oubliez pas. Alors, écrire lisiblement les légendes d'identification des axes. Il faut bien l'écrire. Souvent, ça apparaît petit, faites un effort pour agrandir et ne dépassez pas. Ne pas tracer la droite de régression, ne tracer la droite de régression que s'il existe une corrélation significative entre les variables x et y. Évitez que la droite de régression dépasse le nuage de points. Bon, règle générale. Alors, voici donc maintenant les principes communs aux figures et aux tableaux. La première des choses qui doit nous guider, bien sûr, c'est de suivre la recommandation aux auteurs des revues et se conformer à leur exigence. Parce que si vous ne vous conformez pas à cela, votre article sera toujours rejeté. On a dit que vous n'êtes pas conformé aux recommandations aux auteurs. Alors, toute représentation doit être appelée dans le texte. Vous avez une figure. Lorsque vous allez écrire votre texte pour commenter cette figure, il faut l'appeler dans le texte. Il y en a qui écrivent comme ça, mais ils ne font rien, ils ne disent pas que cette figure tant. Alors, la numérotation, donc, elle doit suivre l'ordre d'apparition dans le texte. Parce que quand vous écrivez dans la première figure, la deuxième figure, la troisième, la quatrième, mais dans le texte, ça suit ça. C'est d'abord la première figure que vous allez appeler, après vous appelez la deuxième figure, et ainsi de suite, dans le texte. Il faut être cohérent et ordonné. Alors, le titre d'un tableau ou d'une figure doit être informatif et non descriptif. Ça, c'est le titre. Nous avons beaucoup de problèmes sur les titres de figures. Et souvent, quand on est dans les jurys, on vous demande de recommencer. Parce qu'on n'a pas suivi cette recommandation qui est importante. Donc, ce titre
il doit être informatif et non descriptif. Bien, alors, le texte, toujours dans le chapitre résultats, alors, les données peuvent être présentées sous forme de texte dans un article de recherche. Alors, quelle est la relation qui existe entre le tableau, les figures et les textes dans un chapitre résultat? Il y a quelle relation entre le tableau, parce que nous avons dit que les résultats peuvent être représentés sous forme de tableau, de figures ou de texte. Il y a quelle relation? D'abord, les données sont rapportées sous une seule forme, la plus efficace. Donc vous choisissez la forme que vous voulez, qui soit la forme qui permette au lecteur de bien appréhender l'impact ou le sérieux du travail que vous avez fait. Alors, ce choix dépend de la nature et ou du nombre de données. Bien sûr, vous avez fait un travail. Si vous avez beaucoup de résultats, c'est à vous de choisir. Bon, vous pouvez dire, bon, moi je vais essayer de présenter ça sous forme de texte, peut-être, pour que je n'ai pas à voir trop de figures. Mais si vous avez fait un travail très pertinent, il y a très peu de résultats, vous dites, bon, je vais m'amuser à présenter ça sous forme de figure. Donc ça dépend que de vous, de votre maîtrise aussi, à pouvoir présenter ces résultats. Alors, on donne l'information extraite du tableau ou de la figure et non la répétition des données dans un texte. Donc, vous donnez strictement que les informations que vous avez extraites et non de faire des répétitions. Alors, il y a des formulations à éviter. Il y a des formulations à éviter. Par exemple, comme le montre la figure 1 et 2, c'est pas bon. Comme le montre la figure, ça, il faut éviter cela. Vous décrivez, vous pouvez mettre entre parenthèses figure temps. C'est plus simple. Les résultats de cette analyse seront consignés dans le tableau X. Vous avez fait un travail, vous avez obtenu un résultat, vous avez fait un tableau. Et vous dites aux gens encore que voilà, ces résultats seront présentés dans tel tableau. Non, je sais, c'est bien. Ce n'est pas la peine de rapporter ce genre de phrase. Alors, on peut faire les recommandations suivantes. Comment la rédaction du chapitre donc résultat par l'élaboration donc des tableaux et des figures. Donc, il y a le temps, les verbes qui doivent être au passé ou au présent. Bon, la présentation des résultats, est-ce que c'est au présent qu'on doit présenter, est-ce que c'est au passé? Il faut choisir un seul temps. Si c'est au passé, vous écrivez au passé. Si c'est au présent, vous écrivez au présent. Mais on ne veut pas de mélange. Tantôt c'est le passé, tantôt c'est le présent. C'est pas bon. C'est à vous de choisir, et j'ai toujours dit que ça dépend de l'école. Il y en a des écoles qui disent on présente au présent, d'autres écoles disent présenter au passé. Donc ça dépend de là où on sort, et le style dépend de vous-même. Il faut être précis, rigoureux et clair dans la rédaction. Et suivre un ordre logique. Il ne faut pas mélanger. Quand vous avez des résultats, vous les présentez de façon cohérente avec une logique bien déterminée. Bien. Voilà donc dans la présentation des résultats. Comme vous avez dit, vous avez pu commencer par autre chose, par matériel et méthode ou par l'introduction. Mais nous savons très bien que l'introduction, généralement,
on rédige même à la fin quand on a rédigé l'article. Hein. Bien, alors, là, le chapitre donc, décrit donc, matériel et méthode. Donc, on passe donc, au matériel et méthode de l'article de recherche. Alors, ici, il faudra donc décrire le matériel d'étude et toutes les méthodes de travail.